Bonjour à tous, ici Priscille, en direct du Canada. Petit retour sur cette quatrième journée de mon road trip dans la belle province du Québec. Alors là, je suis dans mon petit chalet dans les arbres, avec juste en face de moi la petite cheminée. Et tout ça, c'est bien agréable. Donc hier, quand je vous ai quitté, j'étais donc en chemin pour me rendre dans les Laurentides, à côté du Mont-Tremblant. Je suis à l'auberge du Trappeur, dans une petite ville, un tout petit village situé à côté d'une minuscule ville qui s'appelle La Chute. Et donc, voilà, j'ai une petite cabane perchée à, 3-4 mètres du sol, tout confort, c'est super. J'ai donc une petite kitchenette avec un petit mini-salon, les petites sanitaires, et puis une mezzanine avec la chambre directement sous les toits. C'est super joli, tout en bois. Bref, le chalet typique, hein, c'est un vrai cliché, hein, mais c'est super sympa. Alors hier, j'ai pas trop profité de la région. Je suis arrivée plus tard que prévu parce que sur la route, ça bouchait vraiment et ça a vraiment bouchonné pendant très longtemps. Et ce qui fait que je suis arrivée, il était pratiquement 5 heures, il faisait presque nuit. J'ai pris donc ma location, enfin ma petite cabane. Alors petite mauvaise surprise quand je suis arrivée, j'avais réservé via Booking pour avoir donc ce petit chalet et normalement c'était en demi-pension, donc petit déjeuner et dîner. Et la propriétaire des lieux m'a dit que non, ça devait être une erreur de booking parce que eux ne faisaient plus du tout ce service depuis plusieurs années. Bref, j'avais absolument aucune connexion internet parce que là on est vraiment au milieu de nulle part. Extrêmement difficile d'avoir déjà une barre de réseau, donc espérer pouvoir aller sur internet, c'est une autre histoire. Enfin bref. Et puis donc moi je suis arrivée, j'ai rien quoi, j'ai pas de course, j'ai absolument rien du tout. Donc là la cuisine est équipée, mais voilà, il fallait bien que je trouve à me nourrir. Et alors on est vraiment au milieu de nulle part, ce qui est bien que j'ai dû faire presque une demi-heure de voiture le soir pour aller donc à La Chute, pour trouver un petit resto-bar, d'ailleurs hyper sympa. Super accueil, j'ai très bien dîné, c'était très agréable. Donc je pense que je vais y retourner ce soir. Et puis je suis rentrée pas trop tard, je sais pas, il devait être 8h30, 9h, et je me suis mis une petite série, parce que là il n'y a rien, il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. Hein. Et puis vivre sans wifi, je suis pas hyper habituée. Donc heureusement que j'avais téléchargé tout un tas de séries, mais j'ai pas regardé longtemps, hein, parce que je me suis endormie, je pense, avant la fin de la moitié. Et puis voilà, j'étais bien fatiguée, même s'il était pas très tard. J'avais un peu chaud cette nuit parce que j'avais mis pas mal de bûches dans le foyer et la chaleur montant là-haut dans la mezzanine, c'était un peu les tropiques. Réveillée à 4h33, alors 4h33 c'est l'heure à laquelle systématiquement je me réveille toutes les nuits. Et même quand je change de time zone, visiblement je reste habituée à mon 4h33. Donc normalement je regarde l'heure et je me rendors. Sachant que quand je suis à la maison, je me lève pas très longtemps plus tard après. Ici, là par contre, j'ai pas du tout réussi à me rendormir. Donc ce que j'ai fait, j'ai checké la météo. Donc là-haut, dans ma petite mezzanine, là, j'arrive à avoir 2 petites barres de réseau. Donc j'ai réussi à me connecter sur la chaîne météo. Et donc le but c'était de voir quel temps il allait faire de très tôt le matin pour aller faire encore des photos du lever de soleil. J'avais repéré sur un blog d'un Canadien que pas très loin d'ici, il y a un spot à côté du lac Supérieur, donc qui est dans le parc du Mont-Tremblant, et qu'apparemment là dans ce coin-là on peut faire vraiment de très très belles photos. Bon, alors malheureusement, la météo n'était pas du tout favorable.
nuages et pluie. Et puis je vous confirme, là on est en fin d'après-midi, il n'a pas arrêté de pleuvoir une minute. Et puis il pleut, hein, c'est pas une petite pluie où on se dit bon je peux quand même sortir, marcher un peu. Non, là il tombe des cordes. Donc j'ai un peu bouquiné, fait 2-3 petites bricoles ici, et puis vers 8h, je suis partie, déjà première étape, prendre un petit déjeuner, enfin en tout cas tenter de trouver un endroit où prendre un petit déjeuner, parce qu'ici il y a vraiment pas grand-chose, et en plus ça a tendance à ouvrir à 11h du matin. Impossible de trouver un bar ou une boulangerie ou quoi que ce soit qui soit ouvert. Et donc j'ai pris le chemin du Mont-Tremblant où je voulais me rendre, donc c'est 70 km ou quelque chose comme ça. C'est de la grande route, mais la plupart du temps on ne peut pas rouler très vite. Alors quand je dis grande route, c'est la route très très large, hein. Il y a de la place, donc c'est très très large, mais ça tourne pas mal, ça monte, ça descend. Et puis on traverse aussi quelques hameaux. Alors on les traverse vite, hein, on les traverse à 70, ce qui est assez curieux, parce que dans d'autres endroits, dès qu'il y a le moindre petit tournant, il faut passer à 35, alors on pourrait rouler beaucoup plus vite. Bon. Il pleuvait, donc j'ai été extrêmement prudente, surtout que j'ai ma voiture qui tient pas trop la route, hein. J'ai fait 2-3 petites expériences là. À un moment, j'ai cru que j'allais me faire un aquaplaning, parce qu'il y avait quand même pas mal d'eau sur la route. Bref, finalement, après plus d'une heure de route, je suis arrivée dans la petite ville de Tremblant. Et là, j'ai trouvé une boulangerie qui proposait des petits déjeuners sucrés ou salés. Donc, il était un peu plus de 10h du matin. Je commençais à avoir une grosse dalle. Et puis de là, j'ai pris mon petit déj, bouquiné un peu. Et puis de là, je suis allée sur le bord du lac de Tremblant. Alors là, il tombait toujours des cordes. Alors la nature commence à bien se colorer, hein, en allant plus vers le nord, comme ça, c'est un peu plus jaune-orangé que là où je me trouve aujourd'hui, où c'est encore assez vert, hein, les feuilles. Donc en montant, là, c'était déjà beaucoup, beaucoup plus coloré, mais alors avec toute cette pluie, impossible de prendre une photo qui ressemble à quelque chose. Et puis il pleut vraiment, vraiment, vraiment des cordes, quoi. Donc j'ai pas mal roulé du coup. De là, je suis allée au fameux lac supérieur, dont j'ai fait le tour. Alors c'est pas un très grand lac, hein, parce qu'en voiture, on fait le tour en un petit quart d'heure, en roulant en plus très très doucement. Là, j'ai expérimenté le fait que ma voiture ne tenait pas du tout la route. J'ai pris à un moment un chemin. Alors un chemin, hein, c'était un chemin de 5 mètres de large quand même au moins, qui était pas goudronné, mais qui était quand même bien compacté avec des gravillons dessus. Et dans les descentes, ouh là là, j'avais l'impression que j'étais sur de la neige. Donc c'est pas la voiture idéale pour faire un peu du hors-piste, hein, et pour remonter, ça a été quelque chose aussi. Enfin bon, bref. Donc tour du lac sous la pluie, c'est très beau, il y a d'immenses villas, c'est magnifique. Alors en termes d'habitation, donc les habitations dans le coin, ça ressemble beaucoup aux habitations dans le nord-est américain où j'étais en mars, là, dans la Nouvelle-Angleterre. C'est vraiment des maisons avec des lamelles de bois horizontales peints, donc avec des couleurs plutôt claires, hein, des roses, des verts, des beiges, des bleus, donc c'est super mignon. Et puis il y a aussi beaucoup de maisons, la maison de bois, quoi. Et ça m'a rappelé en tout cas un jeu auquel je jouais énormément en étant petite. Mes parents m'avaient offert un jeu de construction en bois, et je crois que ça s'appelait Ma maison forestière ou un truc comme ça. Donc je pense que les plus anciens d'entre vous ont certainement connu ce jeu de construction où on a donc des petites pièces en bois avec des encoches aux extrémités et qu'on monte pour faire des petites maisons, donc en bois assez foncé, et puis on a des petites fenêtres avec des volets rouges, et puis le toit était vert ou rouge. Et là, on retrouve exactement la même chose, hein. Donc là, les murs de ces maisons, donc en bois assez foncé,
avec dans les angles, on a les croisillons du montage des morceaux de bois. Et puis le toit, des toits très lisses. Alors je pense qu'ils sont en tôle, ou en métal, en tout cas peint, vert ou rouge. Puis alors rouge, hein. C'était bien, bien flamboyant. Et ça m'a vraiment fait penser à ce jeu de la petite maison forestière. Alors peut-être que comme j'ai beaucoup joué à ce jeu que j'aimais vraiment bien, peut-être que c'est ça qui m'a donné, qui est resté et qui fait que j'adore ces histoires de chalets, de forêts et tout ça. Bref, on va chercher des choses loin, mais souvent c'est juste l'enfance en fait, hein. Donc c'est très très joli, c'était bien agréable et c'est très beau même sous la pluie. Même si en photo ça rend rien du tout, mais quand on regarde c'est vraiment super sympa. Donc moment très très agréable. Alors j'ai beaucoup roulé parce que les distances ici elles sont longues, hein. Voilà, entre deux villages il y a 15 bornes. Je vous dis il y a quelques petits hameaux à droite à gauche, mais c'est pas hyper peuplé, hein. Il y a de l'espace. Donc pour aller au moindre endroit, il faut faire 20 bornes, 30 bornes, bref. Donc du coup, ouais, j'ai beaucoup circulé et puis je suis retournée à mon petit chalet en début d'après-midi. Et puis depuis, j'écris mes prochains articles, je bouquine, je fais le feu dans la cheminée parce qu'il a tendance à beaucoup s'éteindre. Là, je pense que c'est la pluie qui fait que ça a un petit peu de mal à prendre. Alors, je voulais vous parler des choses que j'ai notées qui m'ont surpris, enfin des choses un peu typiques de la région sur la route. Alors, quand j'étais à Montréal, je m'étais rendu compte que quand on est piéton, on n'a pas de bouton, vous savez, pour appeler, pour dire qu'on est au feu et qu'on veut traverser. Là, j'en ai vu aucun dans Montréal. Alors pourtant, j'ai quand même beaucoup circulé à pied et j'en ai pas vu du tout. Et ici, dans les villages, en fait, j'en ai vu. Dans les deux petites villes où je suis allée, donc hier soir et aujourd'hui, avec un mode de fonctionnement assez bizarre. Alors déjà, hier soir, je suis restée à un moment à un carrefour, là, mais pendant un temps infernal, et il n'y avait rien qui se passait. Les feux, ils passaient, enfin le feu du piéton, en tout cas, il passait jamais avec la petite main blanche pour traverser. Mais alors, jamais. Et puis, il y a une personne qui est venue à côté de moi, et puis j'ai repéré, là, par contre, sur un petit poteau, un petit bouton gris. Et en fait, il fallait appuyer dessus pour demander le passage. Il n'y avait même pas un petit panneau indicatif. Donc j'ai appuyé dessus, et là je me suis rendu compte que en fait tous les feux du carrefour, les feux routiers, pour les voitures, sont passés au rouge, et que tous les feux piétons, eux, sont passés au vert, en blanc, avec la petite main blanche. Mais absolument tout partout. Donc en fait on pouvait traverser tout le carrefour, faire le carré si on voulait, pour pouvoir traverser, parce qu'absolument toutes les voitures étaient arrêtées. Donc ça m'a assez surpris, et donc ce matin, je me suis retrouvée exactement dans le même cas de figure, à devoir traverser un carrefour. Alors c'est des carrefours bien carrés, hein. Ici les rues, elles ont tendance à être bien perpendiculaires, c'est très à l'américaine, quoi. Et là pareil, donc là j'ai bien appuyé sur le petit bouton, et toutes les voitures autour se sont arrêtées, et tous les petits feux piétons se sont mis pour le passage avec la petite main blanche. Donc j'ai trouvé ça assez comique que tout s'arrête. En tout cas, c'est beaucoup plus sécuritaire, parce qu'on n'a pas le risque d'avoir une voiture comme en France qui ne respecte pas les piétons et qui du coup veut absolument forcer le passage. Alors à savoir qu'ici, il y a quelques passages protégés, et il y a un petit panneau systématiquement, hein, pour les automobilistes, qui leur dit que les piétons sont prioritaires, et il y a une amende de 100$ en fait si on ne respecte pas le passage pour les piétons. Et c'est bien indiqué, il y a un petit panneau. J'en ai encore pas vu en France, même si on dit aussi que les piétons sont prioritaires, il n'y a pas vraiment de panneau, en tout cas qui rappelle aux automobilistes les risques encourus, ce qui serait pas mal d'ailleurs. Surtout en région parisienne, parce que parfois pour passer, même si on a soi-disant le vert, c'est un peu risqué. Bref. Donc ça, c'est la première chose qui m'a surpris en tant que piéton. Et ensuite, en tant qu'automobiliste,
Alors hier sur l'autoroute, alors c'était limité à 100 je crois. Et en étant, alors j'étais à 105 quoi en gros, hein, et en étant à 105, eh ben, je me faisais doubler par des camions. Alors chose qu'on ne voit pas en France, puisque en France les camions sont limités à 80 km/h. Donc là ici visiblement ils n'ont pas les mêmes limites. Et alors ils vous doublent, mais alors comme une fleur, hein. Pout, là ça passe. Donc ça m'a surpris. Ensuite, c'est le nombre de changements de vitesse quand on sort de l'autoroute, là, mais c'est impressionnant, quoi. En France, on a aussi le cas, hein, où des fois, en 200 mètres, vous avez 3-4 panneaux pour vous donner des vitesses différentes. Mais ici aussi, on a beaucoup, hein. Alors, 35, 50, 70, tout ça en 150 ou 200 mètres. C'est un petit peu perturbant, donc il y en a pas mal. Et puis, il y a aussi le fait qu'on traverse les hameaux à 70. Là, on y va. Alors que, par ailleurs, la moindre petite courbe, qui pourtant, je vous le dis, c'est des routes extrêmement larges et on n'est pas non plus en Corse ou dans les Alpes, hein, en termes de... Quand ça monte un peu, c'est des petites collines, c'est pas non plus l'Alpe d'Huez, hein. Là, tout de suite, on vous dit de passer à 35. Mais par contre, on traverse les villages à 70, donc c'est assez curieux. À part s'il y a des écoles où là, il faut passer à 30, donc là, il y a un petit panneau. Alors, on a pas mal de panneaux aussi qu'on ne connaît pas chez nous. Alors, le premier, c'est celui qui indique qu'il y a potentiellement un arrêt de bus scolaire. Donc, on voit un petit bus avec un petit clignotant rouge et puis des petits enfants dessinés. Donc là, quand on est avec un bus scolaire, donc déjà dans une zone scolaire, on doit rouler à 30. Et puis, quand on est derrière un bus scolaire qui s'arrête, on n'a pas le droit de le doubler. On doit le laisser descendre ou prendre les enfants et puis continuer son chemin. Donc ça, c'est valable quand on est derrière le bus, mais c'est aussi valable quand on est face à un bus. C'est-à-dire que si on voit face à soi un bus qui s'arrête, un bus scolaire, on doit aussi s'arrêter pour, au cas où les enfants, un peu tête en l'air, traverseraient comme ça sans regarder, ce qui arrive malheureusement souvent. Donc ça, c'est la petite nouveauté. Alors en termes de panneaux, je voyais un panneau hier et je n'arrivais pas à réaliser ce que c'était. C'était comme des petits losanges avec une espèce de petite virgule en bas. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Donc il m'a fallu quelques heures quand même pour réaliser que ça devait ressembler à un skidoo. Et donc il y a plusieurs endroits où on voit ce petit panneau avec une flèche. Donc j'imagine que pendant la période des neiges, les skidoo ont droit de circuler sur le bas-côté de certaines routes. Donc là, pareil, évidemment, on n'en a pas chez nous. Alors, qu'est-ce que j'ai vu aussi comme panneau bizarre ? J'ai vu, alors ça, je l'ai vu plutôt à Montréal. Ici, j'ai pas fait attention. On voit des panneaux où on a une barre horizontale. Et en dessous, il y a 2 traits qui partent un peu en biais, alors un vers la droite et l'autre vers la gauche, et à la fin de chacun de ces traits, il y a un rond. Donc je ne sais pas ce que c'est. Donc si quelqu'un sait, voilà, n'hésitez pas à me le dire, je ne sais pas ce que c'est. On aurait dit un symbole électrique, alors je me suis dit peut-être que, je sais pas, ça veut dire que la route elle est chauffée, ou le trottoir, ou je sais pas, voilà, j'imagine des trucs. Hein. Mais ouais, je n'ai pas bien su ce que c'était ce panneau-là. Un autre panneau aussi où là, j'ai aucune idée. Donc là, il est rond, avec le cercle rouge de l'interdiction, avec le barré, hein, le cercle rouge barré. Et au milieu, il y a une sorte d'octogone noir. Voilà, pareil, je n'ai aucune idée de ce que c'est ce machin-là. Voilà, donc c'était un peu quelques-uns des panneaux. Alors on voit aussi des panneaux avec des cerfs, en nous disant, évidemment, on en voit quelques-uns en France aussi, qu'il y en a potentiellement beaucoup qui risquent de traverser. Alors évidemment, en forêt, il faut faire très très attention. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des panneaux bizarres, en tout cas pour nous. Pour moi, c'est sûr que je vois pas souvent ce genre de choses par chez nous. Autre chose qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'ici, alors je vous ai dit, les routes sont plutôt super larges. C'est assez vallonné le coin où je suis, donc ça monte, ça descend, mais il y a quand même quelques lignes droites. Et pourtant, il n'y a quasiment pas
de petits pointillés. C'est de la ligne blanche, enfin de la ligne jaune en l'occurrence, mais continue sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et aussi en ville. Aux villes, il n'y a que ça, il n'y a que des routes comme ça. Et donc, si jamais on rate sa route et qu'on doit faire demi-tour, on ne peut pas couper la ligne jaune. Hein. Et donc le GPS, lui, il doit le savoir. Alors autant, moi je sais que le GPS à la maison, quand je me trompe, quand je suis à la campagne, il me dit toujours faites demi-tour dès que possible, faites demi-tour dès que possible. Là, il dit pas du tout ça, le GPS. Non, la dame du GPS, elle vous trouve un chemin où vous allez pouvoir reprendre l'autre sens, mais sans couper la ligne blanche, hein, forcément, enfin la ligne jaune. Et parfois, ça va loin, quoi. Hein. J'avais fait l'expérience ce matin où j'ai raté un carrefour. Alors là, j'ai fait un détour, mais je sais pas, j'ai fait 4 ou 5 kilomètres, quoi, avant de pouvoir retrouver une route qui me permettait de passer dans le bon sens, etc. Donc je trouvais ça assez curieux, qu'il y ait comme ça, pas du tout de pointillés. Et quand on est les gens qui habitent en plus aux abords de ces routes, parce qu'il y a quand même pas mal de maisons hein, à droite et à gauche, et je me dis quand ils sortent de chez eux, parce que nous en France, quand on a des gens comme ça qui sortent de chez eux, en général juste devant la sortie du garage ou du chemin, on a 3-4 petits pointillés pour qu'ils puissent quand même retraverser s'ils veulent aller à droite, à gauche plutôt qu'à droite. Là, pas du tout. Alors, question, est-ce que les gens coupent quand même la ligne en espérant pas se faire griller par les flics? Ou alors est-ce qu'ils vont faire tout le grand détour pour prendre le bon chemin? Question métaphysique du jour. Voilà. Voilà quelques-uns des choses particulières que j'ai vues sur la route aujourd'hui. Et puis sinon, aussi, ici, il y a des lacs partout. Hein. J'ai dû, je sais pas, j'en ai longé 30, 40. Alors, c'est pas des grands lacs, hein. C'est pas le lac Léman. C'est des petits lacs. On dirait presque, certains, c'est des étangs. Hein. Mais il y en a partout. Donc, je me dis que ça doit être absolument magnifique avec un petit rayon de soleil, là. Oh là là là, comment ça doit être trop, trop beau. Mais bon, le soleil, c'est vraiment pas pour aujourd'hui, hein, parce que là, c'est gris de chez gris. Et par un moment, c'était même à moitié brumeux, si bien que même des lacs pas très larges, je voyais même pas l'autre côté, tellement c'était gris et bas. Et là, ça ne s'arrête absolument pas. Donc j'espère que demain, avant de repartir, j'aurai quand même un petit rayon de soleil ou au moins un ciel un petit peu plus clair, parce qu'on a toujours l'impression que la nuit va tomber tout de suite. Pour pouvoir faire quand même quelques clichés sympathiques pour montrer à la petite famille et aux amis. Voilà ce que je voulais donc vous raconter. Et puis il y avait donc un autre sujet par rapport au restaurant et aux tips, aux pourboires. Alors vous savez que les Français qui voyagent ont très mauvaise réputation parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, de voir payer le service. Enfin, on donne une petite pièce au serveur s'il est sympa, mais le service pour nous est toujours compris dans le prix. Et donc ici, comme aux États-Unis, comme dans pas mal de pays, le tarif affiché sur les cartes, les menus, est hors service. Et donc au moment de payer l'addition, on doit donner un pourboire qui généralement se situe entre 15 et 20% pour payer le serveur, puisque le serveur en général il a un fixe extrêmement bas. Faut se rappeler qu'ici ils ne sont pas payés au SMIC comme chez nous, donc ils ont un fixe super bas, voire dans certaines régions rien du tout. Ils sont payés uniquement avec le pourboire qui est donné pour le service. C'est pour ça aussi qu'ils sont super gentils, qu'ils sont aux petits soins, parce que forcément plus ils soignent le client, plus ils ont de chances d'avoir un pourboire important. Et d'ailleurs, on ferait bien de mettre ça en France, surtout à Paris, parce qu'il y en a certains, à mon avis, ils ne mangeraient pas tous les jours. Bref, petit aparté. Et donc, pour nous, Français, c'est toujours le gros casse-tête. Alors, je me souviens que quand j'étais à Boston et dans sa région cet hiver, vraiment, alors là, ils avaient une technique que je n'avais pas du tout vue à New York quand j'y suis allée. C'est-à-dire que
Alors, il sortait la carte, il sortait le ticket de la carte bleue sur la petite calculette là. Et ensuite, donc, il y avait des lignes sur lesquelles on devait noter à la main le montant du pourboire. Et ensuite, il refaisait quelque chose avec la carte bleue qui ajoutait donc le pourboire. Mais le ticket final, on n'avait pas de ticket final en fait avec le montant réellement payé. On avait juste le montant d'origine plus les quelques dollars qu'on rajoutait. Et moi, je me souviens que pour faire les comptes après, c'était une vraie galère parce qu'il fallait refaire les calculs. Enfin bref, c'était la misère. Et en fait, ici, au Québec, ils ont un autre système qui est super pratique. Donc, ils arrivent avec la petite machine à carte bleue, là. Et puis, alors déjà, la première chose, c'est que donc, le montant de base est indiqué et on nous demande bien si on veut payer. Donc, il faut déjà faire OK. Et après, donc, on nous propose donc de donner le pourboire. Et on a deux modes. Soit on choisit de donner des dollars, donc un montant. Et donc là, on appuie sur la touche qui va bien. Ou alors, on nous propose de saisir un pourcentage. Donc, ce qui est super pratique parce que ça évite les calculs d'apothicaire. Et donc là, on clique par exemple sur le pourboire. Donc, c'est exactement la même machine qu'on a en France. Hein. C'est juste sur l'écran où il y a des choses. Et puis donc, il faut appuyer soit sur les petits boutons qui sont juste devant l'écran, soit sur les touches OK, la touche verte pour dire OK. Et donc, si on choisit pourcentage, bah là, on peut taper le pourcentage. Ou alors, dans certains restaurants, on a déjà des pourcentages proposés, donc par exemple 15, 18, 20, ou bien libre, où là, on peut saisir le montant qu'on veut, le montant du pourcentage. Et puis donc, par exemple, on met 18%, et hop, aussitôt, ça fait le calcul. On met son code, enfin tout va tout normal, et comme ça, on a un ticket qui ressort bien avec le montant total, pourboire inclus, donc c'est moins compliqué pour faire ses comptes après. Donc là, j'ai trouvé le système très ingénieux. Et puis, pour nous, Français, du coup, je pense que ceux qui avaient tendance, entre guillemets, à oublier le pourboire, là, forcément, on l'a directement sur la zapette, là, et c'est quand même beaucoup plus simple, et au moins, on n'évite pas qu'on passe pas... on passe pas pour des espèces de sauvages, voilà, c'est un peu la réputation qu'on a par rapport au pourboire dans beaucoup de pays. Voilà, petite aparté sur les spécificités locales. Pas grand-chose à raconter de mes pérégrinations. J'espère juste que demain, il fera meilleur temps. Sachant que demain, je quitte la région des Laurentides pour me rendre dans le parc de la Mauricie, qui visiblement est très très beau aussi. Et j'espère que cette fois, j'aurai meilleur temps, que je pourrai enfin faire des photos de ces belles feuilles rouges. Voilà les amis, c'était le petit compte-rendu de ma 4e journée. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!